webinaire. Excusez-moi pour la technique, on va essayer d'être à la hauteur. Écoutez, puisqu'on va lancer les débats, puisque les intervenants sont ici, sur le thème du collectif et territoire est l'avenir du mécénat sportif. Donc, un président de fédération olympique m'a très récemment dit, en évoquant le mécénat dans le sport, tout le monde en parle, mais rien n'est fait. Nous verrons que ce n'est pas tout à fait vrai, mais qu'il y a beaucoup à faire. La solution semble venir des territoires et du collectif. Cela tombe bien, ce sont deux domaines où le sport y est organisé. Nous allons essayer d'en débattre pendant l'heure qui vient. Je dis bien débattre, car nous souhaitons vous donner largement la parole. Et pour cela, nous avons fait le choix d'un nombre très restreint d'intervenants. Nous ne serons que 3, et autre particularité, je serai à la fois intervenant, mais aussi l'animateur de cette table ronde. Excusez-moi s'il y a des impairs entre la technique. Voilà. Je demande donc à Marion et Aurélie, qui sont les intervenants à mes côtés, et qui vont maintenant se présenter, de ne pas hésiter à prendre la parole autour de ce webinaire, parce que je compte sur elles aussi pour rebondir sur les paroles de certains. Donc, si on pouvait commencer. Marion, si tu pouvais déjà commencer par te présenter. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc moi, je ne vous vois pas, mais je suis ravie d'être avec vous à distance. Je suis Marion Baudin, je suis responsable de la promotion du mécénat et du développement régional pour Admical. Voilà, je vous expliquerai peut-être tout à l'heure ce qu'est Admical et je vous ferai une présentation des principaux chiffres du mécénat en France avec le baromètre que l'on fait tous les 2 ans et qui comporte cette année un focus sur le mécénat dans le sport. Donc, je pense que ce sera des chiffres qui vous intéresseront. Parfait. Aurélie, maintenant, à toi. Alors, bonjour à tous et à toutes. Comme Marion, c'est vrai que je ne vous vois pas, mais je suis ravie d'être parmi vous, même à distance, pour me présenter un petit peu succinctement. J'ai fondé le média Les Sportives il y a 6 ans, média de sport féminin, concentré sur tous les enjeux sociaux et sociétaux du sport conjugué au féminin. Et je suis aussi également présidente de la fondation Alice Mia, donc la seule fondation européenne dédiée à la médiatisation du sport féminin. Donc deux champs et 2 volets, du coup à la fois, et 2 approches différentes, mais de l'autre côté, à la fois du sponsoring, du mécénat, toute la notion de partenariat sur le volet féminin, mais sur le volet aussi plus largement finalement, puisque c'est une question d'individu, mais ça c'est un autre débat. Parfait, vous avez vu que je suis bien entouré, hein, il y a pire comme débatteur. Je me présente, je m'appelle Stéphane Martinez, donc certains m'ont connu ici parce que je dirigeais une entreprise d'équipement sportif, donc j'ai dû faire quasiment tous les sports et territoires. Et j'ai vendu une partie de mon entreprise que j'ai quittée il y a 2 ans et demi. Et sur ma carrière d'entreprise, j'ai longtemps milité pour la présence de l'entreprise sur son territoire. Et j'ai œuvré beaucoup sur le mécénat, essentiellement culturel, puisqu'en 2007, j'ai créé une fondation territoriale de mécénat culturel en Maine-et-Loire, qui s'appelle Maine-et-Loire, qui existe toujours. Et j'ai aussi créé un fonds de dotation pour l'accompagnement des sportifs de haut niveau dans leur double projet, bien avant le pacte de performance, toujours au niveau du territoire du Maine-et-Loire. J'ai présidé à sa création le pôle Pays de la Loire mécénat de territoire. Et puis mon arrêt, je me consacre à la mise. Je suis metteur en scène chez MSMP, une petite structure que j'ai créée pour faciliter la création de structures de mécénat collectif et essentiellement territoriales. Actuellement, je travaille pour le ministère de la Culture sur une mission de création et d'accompagnement pour la création de pôles mécénat régionaux, comme on a pu faire tout à l'heure en Pays de la Loire. Donc, le déroulé de la table ronde, on a fini les introductions, présentations. On va avoir 3 petites interventions d'à peu près 10 minutes, chacune sur 30-35 minutes. Et après, l'objectif, c'est de vous laisser la parole si vous avez des questions. Parce que souvent, je vous rappelle qu'on a voulu un format relativement restreint de l'intervenant pour déjà que les intervenants puissent parler vraiment sur ce qu'ils ont à dire, et puis qu'on puisse éventuellement vous laisser la parole si vous avez des questions. Voilà, donc on va commencer sur
donner la parole à Marion Baudin d'Amical, qui réalise donc régulièrement des baromètres sur le mécénat d'entreprise. Cette année, un focus, comme tu l'as dit, spécifique pour le sport a été étudié et commandé par le ministère des Sports, si je ne me trompe pas. Donc, pourrais-tu nous parler de ces évolutions globales sur du mécénat avant tout, et puis nous parler particulièrement du mécénat sportif? À toi, Marion. Tout à fait. Je vais vous partager mon écran, comme ça vous pourrez voir à l'écran les chiffres du mécénat, ça sera plus simple. Hop là. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ah, j'ai l'impression que ça bug. Non, là on ne voit pas Marion. Vous ne voyez pas mon écran? J'ai l'impression qu'il y a un petit souci de connexion. Ah, ça devrait… Là, j'ai l'impression que ça s'y est revenu. Je m'excuse pour ce petit bug technique. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Alors, excusez-moi pour ce petit bug technique. Donc voilà, je vais vous présenter les chiffres du baromètre du mécénat d'entreprise en France. Alors, très rapidement, peut-être avant, vous parler un peu de qui est Admical. Donc, Admical, c'est une association reconnue d'utilité publique qui existe depuis 1979. On a deux grandes missions. La première, c'est de donner l'envie à des nouveaux chefs d'entreprise de se lancer dans le mécénat. Donc, pour ça, on a un site internet qui est très fourni, qui donne beaucoup d'informations sur qu'est-ce que c'est le mécénat. Donc, vous pouvez y aller et découvrir pas mal de choses. Et puis, donc, on fait aussi beaucoup d'interventions, de sensibilisation. Notamment, on a fait un tour de France pour aller à la rencontre des chefs d'entreprise un peu partout en France pour leur donner l'envie de se lancer dans le mécénat. Puis, une fois qu'on a déclenché l'envie, notre deuxième mission, c'est de donner les moyens. Et pour ça, on fait de la formation. On est un institut de formation à la fois pour les porteurs de projets qui sont en levée de fonds et pour les entreprises qui veulent peaufiner leur stratégie de mécénat. On fait aussi beaucoup de conseils juridiques et stratégiques pour les acteurs du mécénat. Et on est un réseau, donc on organise beaucoup d'événements et on fait de la mise en réseau entre les différents acteurs du mécénat en France. Et puis la mission qui chapeaute un petit peu toute notre existence, c'est donc notre mission de représentation du secteur auprès des pouvoirs publics, de plaidoyer, de lobbying pour améliorer toujours le cadre fiscal et juridique du mécénat en France. Voilà, sachez qu'on est basé à Paris, mais qu'on a aussi tout un réseau de délégués régionaux qui sont dans les territoires. On a 25 délégués régionaux qui nous représentent partout en France. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du baromètre qu'on organise tous les 2 ans. Donc, c'est pour mesurer l'évolution du mécénat en France. Et donc là, le dernier baromètre est sorti en novembre 2020. Et donc, il comporte un focus sportif. Donc, d'abord, je vais vous parler de la méthodologie globale de cette étude. C'est une étude qui a 2 sources d'information. La première, c'est les chiffres du ministère de l'économie et des finances, qui nous donne les chiffres les plus récents qu'ils ont. Malheureusement, ça date de 2018. Et ensuite, on complète ces chiffres par une enquête IFOP qu'on fait auprès de 1400 entreprises pour connaître les pratiques des entreprises mécènes en France. Donc, voilà un peu les résultats de l'enquête principale. Alors, sachez que la bonne nouvelle, c'est que le mécénat évolue bien en France. Depuis 10 ans, il y a une augmentation constante du mécénat. Voilà, on le voit à l'écran. Attendez, je vais juste bouger moi ma tête, sinon ça me… Alors voilà, donc l'évolution, c'est donc en 2018, il y avait près de 100 000 entreprises qui avaient déclaré des dons en mécénat pour un montant global de 2 milliards d'euros. Et donc, on voit qu'il y a vraiment une augmentation constante du mécénat. Mais donc, nous, on sait à Admical qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ne déclarent pas leurs dons. C'est pour ça qu'on refait une estimation. Et donc, nous, on estime qu'au global, il y aurait 9% d'entreprises qui font du mécénat en France pour un montant global qui est compris entre 3 et 3,6 milliards d'euros. Alors, qui sont ces entreprises mécènes en France? On le voit sur le camembert de gauche, la plupart des entreprises mécènes en France, ce sont finalement des TPE et des PME, puisque c'est logique avec le tissu global des entreprises françaises qui est essentiellement constitué de TPE et PME, ce sont elles. Mais par contre, ce sont vraiment les grandes entreprises qui portent le budget du mécénat en France, puisque ce sont les 0,3% de grandes entreprises mécènes en France qui portent 53% du budget du mécénat en France. Donc, c'est vraiment… voilà, elles sont peu nombreuses, ces grandes entreprises, mais c'est elles, évidemment, qui mettent les plus gros budgets. Voilà, le budget des TPE ne pèse que 5% du mécénat en France, les PME 18%, et les ETI, ces entreprises de taille intermédiaire, elles pèsent pour 23% du budget du mécénat en France. Et on vous a mis les dons médians pour que vous ayez une idée de qu'est-ce que donne une entreprise mécène.
voilà, pour une TPE, c'est plutôt aux alentours de 800 euros. Pour une PME, c'est plutôt 4 000 euros. Une ETI, ça peut être plusieurs dizaines de milliers d'euros, voilà, en général autour de 40 000, 50 000 euros. Et pour une grande entreprise, ça va très haut. Voilà, la médiane est à 850 000 euros, mais il y a évidemment des grandes entreprises qui ont des budgets de plusieurs millions d'euros. Alors, très rapidement, voir un peu quelle est la proportion d'entreprises par taille d'entreprise. Donc, les MIC, ce sont les TPE. On voit qu'il n'y en a que 3,3% qui déclarent des dons. Les PME, elles sont 22% à avoir déclaré des dons en 2018. Les ETI, presque 50%, 46%. Et les grandes entreprises, 82%. Donc, on voit que c'est une pratique, le mécénat, qui est vraiment ancré plutôt dans les grandes et les moyennes entreprises. Et les petites entreprises, ça vient, mais c'est encore quelque chose qui est en devenir. Par contre, on voit que ces chiffres, ils progressent vraiment dans toutes les catégories par rapport à 2016. Donc, c'est quand même très positif. On voit que le mécénat, dans toutes les tailles d'entreprise, il progresse globalement. Alors, on va voir un petit peu quelles sont les pratiques de ces entreprises mécènes en France. Alors, les pratiques, on va voir les secteurs qui le soutiennent le plus en proportion du budget. C'est vraiment le social qui est devenu, on a souvent tendance à penser que c'est la culture qui est toujours préférée par les mécènes. En fait, c'est plutôt ce qui est du social et du solidaire. Ensuite vient la culture et le patrimoine, vient aussi l'éducation. Et puis le sport, on le voit, est en 4e position. Et fait un bond important parce qu'en termes de budget, en général, c'était quand même plutôt aux alentours de 2% du budget global du mécénat. Et là, il est passé à 15%. Donc, on voit que les budgets ont quand même grimpé dans la catégorie du sport. Et puis, on va le voir si on ne s'intéresse pas au budget, mais au nombre d'entreprises qui sont mécènes dans cette catégorie. Là, on le voit, le sport, en fait, c'est la catégorie qui est le plus prisée en termes de nombre de mécènes. On voit qu'il y a 56% des mécènes en France qui choisissent de soutenir le sport. Et donc, on voit que c'est quand même un des domaines qui est le plus plébiscité. Par contre, les budgets sont pas toujours aussi importants, par exemple, que dans le social ou que dans la culture. Mais il y a eu un fort rattrapage du sport en termes de budget qui pèse maintenant comme l'un le 4e secteur à égalité avec l'éducation, donc 3e secteur avec l'éducation. Et donc, si on regarde un peu qui soutient le sport, on le voit, c'est beaucoup des PME, en fait. C'est vraiment les PME, c'est vraiment le premier domaine qu'elles vont soutenir. Les ETI, il y a quand même 30% des ETI qui sont mécènes qui soutiennent aussi le sport et 40% des grandes entreprises en France qui soutiennent aussi le sport. Mais on le voit, celles qui soutiennent le plus le sport en termes de mécénat, c'est quand même les PME. Alors, si on dézoome et qu'on regarde globalement le mécénat en France, pour ceux qui ne savent pas, il y a 3 formes de mécénat. Il y a le mécénat financier, le mécénat de compétences et le mécénat en nature. Le mécénat financier, c'est celui qui reste dominant, c'est celui qui est le plus prisé en général. Donc, c'est le fait de donner de l'argent. Mais le mécénat de compétences et le mécénat en nature progressent. Le mécénat de compétences, c'est quand on va mettre à disposition un salarié sur son temps de travail pour un projet d'intérêt général. Et le mécénat en nature, c'est quand on va donner des produits, du matériel. Et voilà. Donc, ces 2 formes de mécénat progressent assez largement. Alors, quelque chose qui va vous plaire, puisqu'on est dans une table ronde sur le mécénat territorial, sachez que les mécènes, quand on leur pose la question, ils nous disent qu'ils privilégient. Il y a 80% des mécènes qui privilégient d'agir à côté de chez eux au niveau local ou régional. Et il y en a 32% qui font le choix d'agir au national et 11% qui font le choix aussi d'agir à l'international. Mais on le voit, même les grands mécènes, ils ont envie d'agir près de chez eux, de voir l'impact de leur action. Et puis, c'est encore plus vrai pour les TPE et les PME, et même les entreprises de taille intermédiaire. Voilà, le choix prioritaire, ça va être d'agir sur leur territoire. L'approche collective, elle s'installe vraiment dans les habitudes des mécènes. On le voit, il y a environ 23% d'entreprises qui commencent à se regrouper pour agir ensemble. Donc, on en parlera largement avec Stéphane. Nous, le mécénat collectif, c'est vraiment quelque chose dans lequel on croit. On sent qu'on a plus d'impact quand on agit à plusieurs. Et au niveau d'un territoire, c'est tout à fait vrai. Donc c'est vrai qu'on sent qu'il y a une vraie dynamique de création de fondations territoriales ou sans que ce soit des vraies fondations, au moins 2, 3, 4 mécènes qui se regroupent à l'échelle d'un territoire pour soutenir une cause qui leur importe. Et donc ça, on pense que c'est vraiment l'avenir du mécénat, ce mécénat collectif. Un petit mot sur les motivations qui poussent les entreprises à se lancer dans le mécénat. Pourquoi elles font du mécénat?
quand on leur pose la question, elles nous disent évidemment la première chose, c'est contribuer à l'intérêt général, mais il y a aussi le fait d'incarner les valeurs de l'entreprise qui est importante pour un mécène et de soutenir aussi l'innovation sociale. Il y a aussi des enjeux de marque employeur, d'ancrage local, de créer des relations différentes avec ses partenaires. C'est des moteurs qui reviennent très souvent. Alors, un petit focus sur la carte de France, on le voit, donc il y a des régions qui sont plus en avance que d'autres en termes de mécénat. Bon, c'est le cas des Pays de la Loire, Stéphane va être content. 9,5% des entreprises ont déclaré des dons en 2018 dans les Pays de la Loire. En Bretagne, c'est 7%, en Centre-Val de Loire, 6,5%, c'est un peu les régions championnes. Mais voilà, donc globalement, voilà, sachez qu'il y a des disparités en France. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'Île-de-France n'est pas si en avance que ça, puisque évidemment, c'est là où il y a le plus d'entreprises en France. Mais quand on regarde, finalement, il n'y en a que 3,3% qui ont déclaré des dons en 2018. Donc, voilà, il y a des disparités en France et puis des régions qui sont plus mécènes que d'autres. Et puis, alors voilà, un petit mot rapide sur l'impact de la crise sanitaire sur l'engagement des mécènes. Alors, on a posé la question aux entreprises qu'on a interrogées. Est-ce que la crise sanitaire avait des conséquences sur leur politique de mécénat? Évidemment, oui, la plupart nous ont dit que ça aurait des conséquences, mais bon, finalement, il y a quand même une volonté de rester et de s'engager, puisqu'il y en a 72% qui nous ont dit que leur budget allait rester stable en 2020-2021. Leur budget mécénat, il y en a seulement 14% qui ont dit que leur budget mécénat allait diminuer, et il y en a même 10% qui ont dit que leur budget allait augmenter. Donc, c'est plutôt rassurant de se dire que voilà, les mécènes, en tout cas en 2020, ils ont continué à soutenir leurs bénéficiaires. Et pour 2021, ils pensent, dans la majorité, garder leur budget stable. Alors, un mot sur le focus sport qui, en effet, a été réalisé grâce au partenariat avec le ministère des Sports. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment, donc, voilà, il y a 56% des mécènes qu'on a interrogés nous ont dit qu'ils œuvraient dans le sport. Et donc, parmi ces mécènes, c'est vraiment à 62% des PME, 30% des ETI et 40% des grandes entreprises. Et donc, le profil type, c'est plutôt une PME et plutôt basé en province. Voilà, c'est un peu ça le profil type d'un mécène dans le sport. Alors, les montants, quel a été le montant consacré par votre entreprise à des actions de mécénat dans le domaine du sport? Faut regarder la médiane. La médiane, elle est à 2 000 €, puisque voilà, si on se place du côté d'une PME qui est plutôt en province, on se doute bien qu'elle ne va pas donner des 100 et des 1000. Voilà, la médiane, donc il y a à peu près un mécène sur deux qui donne aux alentours de 2 000 €. Et puis, bon, si on regarde la moyenne, ça fausse un peu, puisque là, on monte à des montants qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros, 66 000 €. Mais donc ça, c'est un peu biaisé par certains grands mécènes qui vont donner des très gros chiffres. Alors, combien de projets impliquant une dimension sportive avez-vous soutenu? En général, c'est aux alentours de 2 ou 3. Ils peuvent soutenir plusieurs projets par an. Et quel est le type de structure que votre entreprise soutient? C'est majoritairement des associations sportives locales. C'est vraiment ça, les bénéficiaires du mécénat aujourd'hui en France. Parfois, ça peut être aussi des sportifs ou des particuliers ou des fédérations, mais c'est plus rare. Et on voit aussi, il y a aussi des fonds ou des fonds de dotation en lien avec le sport, mais c'est pas eux qui sont les premiers bénéficiaires du mécénat en France, du mécénat sportif, c'est plutôt les associations sportives. Alors, plus précisément, quels sont les domaines pour lesquels votre entreprise s'engage en priorité? Donc, c'est surtout la promotion du sport comme vecteur de lien social qui revient le plus souvent, le fait de favoriser le vivre ensemble. Il y a aussi la promotion du sport comme vecteur d'insertion socio-professionnelle qui revient, qui est très souvent cité par les mécènes. Le développement de la pratique sportive à l'échelle du territoire revient. Et puis, voilà, le développement de l'accessibilité pour des personnes éloignées, notamment des personnes handicapées. Voilà, c'est souvent ça qui revient, mais ça peut être aussi la lutte contre la sédentarité, l'obésité, l'accompagnement des anciens sportifs, ou le soutien aussi pour faire rayonner la France à travers les performances sportives de ces athlètes. Alors voilà, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Quels projets sportifs votre entreprise soutient-elle? Donc, c'est plutôt des clubs amateurs. Et ensuite, vient aussi des équipements sportifs de proximité ou des événements sportifs nationaux.
Et on a posé une question aussi sur l'utilisation des contreparties, puisque comme vous le savez, dans le mécénat, au contraire du sponsoring, bon, quand on fait du sponsoring, quand on donne 100, on veut récupérer 100 en termes de visibilité. C'est vraiment une démarche commerciale. Quand on est dans le mécénat, c'est une démarche non commerciale, donc c'est-à-dire qu'on donne 100 et on n'estime pas qu'on va avoir des contreparties directes sur son business. Par contre, on peut avoir des contreparties indirectes à hauteur de 25% du montant de son don. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui finalement disent qu'elles n'utilisent pas ces contreparties. 64% des entreprises disent qu'elles ne les utilisent pas, ou alors qu'elles les redistribuent à des structures d'intérêt général. Et elles sont assez peu nombreuses finalement à en faire bénéficier leurs clients, leurs fournisseurs. Au contraire du mécénat culturel, où on voit que le mécénat culturel, en général, quand on a des places de spectacle, on en bénéficie beaucoup, on les redistribue à ses salariés, à ses clients. Finalement, dans le mécénat sportif, c'est un peu moins vrai, en tout cas dans ce que nous ont dit les mécènes qu'on a interrogés. Un petit rappel sur le mécénat et le sponsoring. Donc là, on voit que 37% des entreprises qu'on a interrogées font aussi du sponsoring. Et donc, on le voit, il y a 60% des entreprises qui font du mécénat font aussi du sponsoring. Donc, on le voit, il y a un vrai lien entre sponsoring et mécénat. Et donc, on leur a demandé quels étaient les montants de sponsoring. Et donc là aussi, c'est une médiane environ à 1 600 €. Donc, c'est à peu près les mêmes montants que pour le mécénat. Voilà un petit peu les liens entre mécénat et sponsoring qu'on constate. Voilà un petit point sur l'avenir du mécénat sportif. On leur a demandé s'ils pensaient qu'ils allaient maintenir leur budget. Alors là aussi, il y en a quand même 75% des mécènes qui nous disent que le budget va rester stable. Donc, c'est plutôt positif. Il y en a quand même 20% des mécènes du sport qui nous disent qu'ils vont avoir tendance à diminuer leur budget mécénat dans les années à venir. Et seulement 2% qui vont l'augmenter. Donc, c'est vrai qu'on a quand même une incertitude sur l'avenir du mécénat sportif. On a posé la question sur les raisons pour lesquelles les entreprises mécènes ont choisi de faire un autre choix que le domaine du sport, parce que il y a aussi, on voulait savoir quels étaient les freins qui limitent le mécénat sportif. Bon, il y a plusieurs types de réponses. Il y en a certains qui nous disent que l'entreprise est déjà engagée sur d'autres domaines, que le dirigeant n'a pas un intérêt particulier pour le sport, ou que ce n'est pas une demande qui a été exprimée par les salariés, ou alors que le sport n'a pas de lien avec l'activité de l'entreprise. Donc voilà, c'est un peu ça les freins qui sont les plus souvent donnés. Et on leur a demandé à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait faire que l'entreprise pourrait se lancer dans le mécénat sportif. Alors là, c'est plutôt l'émergence de projets hybrides, c'est ce qu'on appelle le mécénat croisé. Les mécènes, ils aiment bien ce genre de mécénat où c'est à la croisée des chemins entre le social, la solidarité, le sport. Voilà, où vraiment le sport va venir en complément pour la lutte contre l'obésité ou la promotion, l'aide aux personnes en situation de handicap. C'est un peu ou alors évidemment l'insertion professionnelle ou l'accompagnement des jeunes en difficulté. C'est là que les mécènes aiment bien se positionner à la croisée des chemins entre le sport et une autre thématique. Voilà, et donc on le voit, il y a aussi on se rend compte qu'il y a beaucoup de mécènes qui sont dans d'autres secteurs plutôt social, santé, éducation, et qui incluent une activité physique dans leur pratique de mécénat. Donc voilà, faut le savoir, il y a aussi d'autres mécènes qui ne se déclarent pas mécènes du sport, mais en fait qui utilisent le sport comme un moyen de pouvoir développer d'autres pratiques. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce matin. C'était un peu rapide, désolée, mais on pourra y revenir pendant les questions. N'hésitez pas, je vais vous mettre le lien vers ces études si vous voulez les retrouver dans le chat. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à aller faire un tour sur admical.org pour plus d'infos. Et puis, je vais laisser la parole à Stéphane et on reparlera sûrement de mécénat collectif et de mécénat territorial un peu plus tard. Merci Marion. Tu as presque couru à 400 mètres, c'était un sprint long, bravo, tu peux boire un coup. Excusez-nous peut-être un peu pour tous ces chiffres, mais je pense qu'avant de vraiment appréhender ce sujet, il fallait vraiment savoir ce qu'attendent les mécènes, parce que souvent les sportifs savent ce qu'ils veulent, mais ne connaissent pas finalement la stratégie, quand il y en a une, des entreprises, et c'est quand même une chose importante. On va passer la parole maintenant à Aurélie, qui a une particularité, qui n'a pas de particularité, pardon,
mais qui est une chef d'entreprise et qui a repris la présidente de la fondation Alice Mia, qu'elle vous présentera. Alors, c'est peut-être pas la personne la plus qualifiée pour parler de mécénat de territoire, un peu plus sur le collectif, mais je pense que ce sont des objectifs de développement de la fondation. Mais je pense qu'il était important qu'on ait un focus sur cette très, très, très belle fondation. Aurélie, c'est à toi. Eh ben, merci beaucoup Stéphane. C'est vrai que je ne peux pas être une experte du sponsoring et du mécénat, et pourtant c'est quelque chose que je manie un petit peu au quotidien hein, finalement, puisque ce sont aussi des grands enjeux de développement pour le développement du sport au féminin aussi. Hein. C'est un vrai levier, c'est quelque chose aussi d'assez finalement nouveau en fait, qui cherche encore un peu son équilibre, hein, qui est beaucoup plus développé sur des athlètes masculins, mais moins présents sur le volet féminin. Donc, c'est vrai qu'à travers la casquette de chef d'entreprise, la casquette de la fondation, les enjeux ne sont pas forcément les mêmes. Hein. On est toujours sur quelques fronts, enfin, sur un peu les frontières entre le sponsoring, le mécénat, alors que pour, par exemple, le mécénat, en fait, pour la fondation, en complément des financements publics français et européens, ça occupe une place assez décisive pour la réalisation de tous nos projets et l'accomplissement en fait, des missions de la Fondation. Et pour revenir justement sur la Fondation en elle-même, en fait, la Fondation Alice Mia a été créée en 2016. C'est la première fondation sur la médiatisation du sport féminin qui a vu le jour en Europe. Qui est née en fait finalement sur le constat et en réponse aux inégalités entre les hommes et les femmes dans le sport, sur tous les aspects, sur tous les terrains, à tous les échelons. Et finalement, cette fondation qui était partie sur un manque de médiatisation du sport féminin, maintenant à une activation beaucoup plus large. C'est né aussi de la genèse de la reconnaissance d'Alice Mia, donc un petit focus et un petit clin d'œil à l'histoire d'Alice Mia. Je ne sais pas si dans la salle ou au niveau des internautes, pour ceux qui connaissent déjà, ça fera un petit rappel, mais c'est toujours bon de le rappeler. Alice Mia était une des pionnières du sport au féminin, la première dirigeante du sport français. Il y a à peu près, il y a plus de 100 ans, en fait, elle était confrontée à un cher baron Pierre de Coubertin que tout le monde connaît, puisque c'est le fondateur des Jeux Olympiques modernes, comme on le connaît. Hein, qui ne connaît pas un stade ou un gymnase Pierre de Coubertin près de chez lui ou de chez elle. Et Alice Mia, en fait, a œuvré milité pendant pas mal d'années pour la reconnaissance du sport féminin. Elle avait créé la première fédération multisport fédérant les clubs féminins et la Fédération sportive féminine internationale il y a pile 100 ans. Donc, en fait, on est vraiment sur une année de centenaire. Et la création de cette fédération internationale dédiée au sport féminin, à la pratique sportive féminine, a permis d'être un poids auprès du CIO pour que les femmes pratiquent officiellement, puissent officiellement en fait, être admises aux Jeux Olympiques. Voilà, ça part de là. Et Alice Mia a été mise complètement aux oubliettes. Donc, c'est aussi un des cœurs du champ d'action de la Fondation, de faire reconnaître Alice Mia, de faire reconnaître ce penchant de l'histoire. Hein. On ne vient pas changer l'histoire, on ne vient pas casser les valeurs olympiques. Au contraire, c'est dans cette continuité, c'est une complémentarité. Et c'est comme ça que le 8 mars dernier, une œuvre d'art à l'effigie d'Alice Mia a été montée à la Maison du Sport français, à côté de celle de Pierre de Coubertin, pour justement en fait, lui laisser sa place à part entière. Et ça a d'autant plus de sens avec l'élection récente de Brigitte Henriques à la présidence du CNOSF, donc première femme à être présidente du Comité national olympique sportif français. Donc c'était la petite aparté sur Alice Mia. On fait vraiment le centenaire cette année. Donc, comme c'est une année assez charnière, on a aussi pas mal d'activations avec des nouveaux mécènes, pas mal de projets, aussi bien des appels à projets tout au long de l'année, avec des thématiques précises pour soutenir des actions, valoriser et financer des actions en faveur du sport au féminin et de la mixité. Donc, c'est des projets très, très divers et variés, à la fois
sur de la médiatisation, de la pratique, des documentaires, etc. Et on a aussi des projets à dimension européenne. On est très impliqué sur l'Europe. Donc là aussi, tout ce qui est sponsoring, mécénat d'un pays à l'autre, c'est encore des modèles et des schémas très, très différents. Mais c'est aussi voilà, très, très riche. Et pour le coup, sur nos projets, on travaille vraiment avec des mécènes, puisque nous, on ne peut pas forcément parler de partenaires en tant que fondation. Très, très différents, aussi bien sur le territoire, comme on organise à Nantes les trophées des 100 ans du sport féminin, les trophées Alice Mia, qu'on organise justement à Nantes en octobre, fin octobre, puisqu'Alice Mia est nantaise, elle est née à Nantes et enterrée à Nantes. Du coup, c'est comme ça qu'on a aussi mobilisé autour de nous un premier mécène premium dont on va signer la convention la semaine prochaine et voilà, pas mal d'activations et de liens mécènes. On sent aussi que les entreprises ont changé de braquet, on va dire, sur ce volet-là. Et c'est vrai que sur la présentation faite par Marion juste avant, en tant que fondation, on parle aussi beaucoup, puisqu'on sent qu'avec tous les potentiels mécènes ou mécènes qu'on a au quotidien, on se rend compte que en fait, c'est vraiment la dimension sociale, d'incarner des valeurs, l'engagement qui prime sur le mécénat. Puisque finalement, soutenir une fondation ou être mécène, au-delà de l'aspect fiscal, c'est aussi avoir la démarche. Nous, par exemple, c'est vraiment la valorisation de l'engagement, la démarche de valoriser l'égalité hommes et femmes de manière globale, mais notamment dans le sport, mais aussi de manière globale. Donc, il y a vraiment, c'est sûr que quand on a des mécènes, ça ne donne pas non plus la même ampleur à nos projets. Ça permet aussi de les incarner avec des valeurs qui vont au-delà aussi de ce que nous, on défend. Du coup, un mécène l'arrivée d'un mécène ne donne pas la même ampleur au projet ni le même impact. Et c'est souvent aussi des entreprises et ça vient toujours en complément de financement public ou de financement européen comme on l'a en État. Donc voilà, la fondation fonctionne beaucoup comme ça. Et sur le volet, donc le média, les sportifs que j'ai créé, on est beaucoup plus sur des aspects partenaires et sponsoring qui sont encore des approches aussi différentes dans le sens où c'est plus qu'une agence, enfin plus qu'un média. Du coup, la démarche est aussi très différente, mais c'est aussi étroitement lié finalement. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions aussi sur la fondation. C'est vrai qu'on essaie d'être succinct. On a pas mal de projets aussi. On organise le premier festival du documentaire dédié au sport féminin à Nice avec le musée du sport fin novembre. Donc pareil, en fait, on a une vraie démarche territoriale pour pas que la fondation soit parisienne, que ce soit vraiment une démarche territoriale. Et c'est vrai que le fait, par exemple, que la ville de Nantes et que les mécènes, que les entreprises de Nantes se soient mobilisées beaucoup plus facilement qu'au niveau national. Donc c'est aussi une démarche qui est beaucoup plus propre locale et territoriale, de vouloir valoriser une icône qui finalement est internationale, donc en passant par Alice Mia, mais dans une démarche très territorialisée, puisque aussi bien plus que du simple mécénat sur la ville de Nantes et ses acteurs, c'était aussi dans la démarche d'aller beaucoup plus loin dans les actions. Par exemple, qu'il y ait une passerelle ou un gymnase qui porte le nom d'Alice Mia, une rue aussi Alice Mia, qui est des projets comme ces trophées. C'est vraiment une volonté d'aller toujours plus loin dans les liens, dans les partenariats, quoi. Donc voilà pour la brève, très brève présentation de toutes les actions et des liens qu'on peut avoir avec et l'importance de nos mécènes. Merci Aurélie. S'il y a des questions, on y passera tout à l'heure. Donc, je vais intervenir maintenant sur la partie du thème du mécénat collectif. Donc, on peut voir sur ce qui est intéressant sur la base des chiffres et des pratiques qui viennent d'être présentées par Marion. Moi, je retiens 4 grandes lignes. C'est que les entreprises qui financent le sport sont les plus nombreuses, avec 56%. Ce sont majoritairement des TPE et des PME. Elles sont désireuses d'agir sur leur territoire. Tout le thème d'aujourd'hui, et que quand on organise le mécénat en territoire, comme en Pays de la Loire, je suis Pays de la Loire, on voit que les entreprises sont plus nombreuses. 9,5% des entreprises des Pays de la Loire font du mécénat très, très loin devant les autres. On a un pôle mécénat Pays de la Loire.
Il faut donc mettre en place, à mon avis, et partout sur le territoire, des structures collectives capables de fédérer les TPE, PME autour de projets sportifs, là où il n'y a pas grand-chose quand même. Je vais vous parler de l'expérience de Mécéné-Loire, ce qui m'a permis, moi, de justement travailler sur le sujet. En 2007, avec la CC de Méloire, on crée une fondation Mécéné-Loire, essentiellement culturelle, mais qui faisait un petit peu de tout. Et on a réussi sur ce département à réunir plus de 25 entreprises qui se sont engagées 24 entreprises qui sont engagées pour 5 ans, et pour un budget annuel de près de 160 000 €, la totalité. Et 5 ans plus tard, quand on se reconstruit, puisqu'une fondation d'entreprise a une durée de vie de 5 ans, on est passé à 28 entreprises pour 200 000 €. Le Ménélois, c'est un territoire, on parlait de médian tout à l'heure, c'est un territoire médian qui est souvent cité. On est moyen partout, bon, dans beaucoup de choses, mais moyen partout, et au moins sur les chiffres de l'entreprise. Quand moi je vois les chiffres et les analyses qui sont faites autour du sport, je me dis que banco, il faut y aller, quoi. Et que c'est la solution pour trouver des financements sur les territoires. Actuellement, on a souvent des structures qui sont faites un peu pyramidales, qui partent du national et qui vont essayer d'irriguer le territoire. Moi, je pense qu'il y a une solution. D'ailleurs, j'ai écrit une étude que m'a commandée l'Union Sport et Cycle l'année dernière, avec l'Union Sport et Cycle et le monde économique ont intégré l'Agence nationale du sport. Et dans la corbeille de la mariée, qu'est-ce que peut amener le monde économique? On parle de mécénat d'entreprise, et je suis persuadé, et l'expérience le prouve, que les entreprises doivent être à la gouvernance de ce type de structure, et lorsqu'elles portent ce type de structure, ça fonctionne et que c'est pérenne. Contrairement, c'est un peu différent lorsque c'est le monde sportif qui crée des structures pour soi-même et qui ont peut-être plus de mal à faire venir des entreprises sur leurs projets. Il ne faut pas imaginer que les entreprises sont là et ne sont pas pertinentes pour choisir des projets. Donc moi, j'ai écrit une étude sur laquelle on pouvait imaginer inverser la pyramide et on mettait les territoires tout en haut. Et on pouvait très bien, à l'image de Mécéné-Loire, créer des structures territoriales dans un département, dans chaque département français, coordonner en région, parce qu'il faut bien un peu de professionnalisme et des gens qui suivent, des chargés de projet, des chargés de mission qui suivent les structures, et coordonner la région pour des questions purement économiques, de solidarité aussi, parce que lorsque vous allez par exemple 10% de la collecte financer les fonds et le financement de la structure, quelque part, quand vous êtes dans le Cantal, peut-être qu'il n'y aura que 50 000 €, mais dans la même région, il y a le Rhône, si je ne me trompe pas, et on peut imaginer qu'il y aura beaucoup plus d'argent. Donc l'argent pourrait être géré à partir des territoires, collecté et distribué sur les territoires. Alors, ça ne plaît pas forcément aux instances sportives nationales, qui pensent souvent qu'au niveau, mais je pense que pour les collectivités, pour les associations qui sont très malmenées en ces périodes de crise, je pense que c'est une solution pour essayer de capter. Et pourquoi organiser des structures collectives? C'est qu'on se rend compte que des entrepreneurs qui sont souvent des TPE-PME vont plus facilement s'engager sur une structure où il y a un réel projet dans lequel elles vont pouvoir s'inscrire en groupe. On dit qu'on chasse mieux en meute, c'est exactement le cas du mécénat. Donc moi je crois vraiment à ça. C'est une organisation qui avait été validée à l'Agence nationale du sport sur la commission des nouveaux financements. On devait faire une région test et j'avais rendez-vous avec M. Meyer la veille du premier confinement pour essayer de faire le test en grand test. Fin confinement, le comité olympique n'était plus tout à fait d'accord pour le faire parce qu'il devait sortir Soutiens ton club, qui est une opération de crowdfunding et en aucun cas une opération de mécénat. Et je pense que ça a ses limites, surtout la reconduction pour une deuxième année, mais ça n'engage que moi, mais je pense que les chiffres le prouveront. Et je pense qu'il est temps, sincèrement, de se dire qu'il faut l'organiser. Et peut-être que la nouvelle organisation du sport français avec la création des CRDS pourrait être le bon moment et le bon territoire pour créer ce type de structure. Il y a des entrepreneurs qui ont envie d'y aller, mais il faut leur laisser, à mon avis, ces gouvernances et il ne faut pas avoir des structures. Alors, ça ne me plaît pas quand je dis ça, mais si vous voulez que ce soit pérenne et que les entreprises aillent sur des projets sur lesquels elles ont une visibilité, où il n'y a pas de récupération politique, il faut qu'elles soient associées aux décisions.
et plus qui est payé. Et chose intéressante sur le mécénat, on parlait tout à l'heure des fiscalisations, ce n'est pas le but premier des entreprises de fiscaliser. OK, on récupère 60% du don dans certaines limites, mais il faut imaginer que ça permette de mettre plus d'argent. En réalité, moi, quand je vois une entreprise, je lui dis vous êtes capable de mettre 400, mettez 400, l'État va mettre 60 à vos côtés. Vous avancez l'argent, mais vous serez remboursé. Donc finalement, le 400 valent 1000, et c'est plus intéressant que de dire je donne 1000, je récupère 600. Enfin, moi, je trouve dans la stratégie. Voilà un petit peu, je ne vais pas être plus long parce que 10h50, il va nous rester 20 minutes pour d'éventuelles questions. Je ne sais pas si Marion, tu as peut-être des choses sur ce sujet, parce que le mécénat collectif, c'est vraiment quelque chose qui a été identifié et territorial, identifié comme une source de développement pour amplifier encore plus ce mécénat. Bon, les chiffres commencent à être intéressants, 3,5 milliards, 3,6 milliards qui viennent des entreprises, c'est quand même intéressant. Je ne sais pas, Marion, si tu peux apporter un complément. Oui, tout à fait. C'est vrai que sur cette question du mécénat collectif, nous, on s'en est rendu compte quand on a fait notre tour de France. On s'est aperçu en allant dans les territoires qu'il y avait énormément d'envie d'agir, mais qu'elles étaient non coordonnées. Il y a beaucoup de mécènes sur les territoires qui font un peu chacun dans leur coin. Et il y a déjà des collectifs qui existent, mais en fait, c'est difficile de créer un collectif parce que ça demande un leader, ça demande de l'ingénierie de projet, ça demande un peu du temps pour mettre tout le monde autour de la table et de réussir à coordonner les visions et ensuite voilà, les façons d'agir. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est lancé dans la création d'un incubateur de projets de mécénat collectif parce qu'on se rend bien compte que ce n'est pas évident et qu'il faut souvent un tiers pour réussir à réunir les gens et puis les accompagner dans peut-être… en général, la préfiguration d'un projet de mécénat collectif, ça prend 6 à 8 mois. Et ensuite, voilà, nous, on essaye de les accompagner pour préfigurer ces fondations territoriales et les aider à émerger. Et donc, on y croit beaucoup. On a répertorié, il y a à peu près une vingtaine de fondations territoriales en France aujourd'hui. Nous, on aimerait bien doubler ce chiffre. Alors, je ne sais pas quelle est la bonne échelle. Stéphane parle du département, parfois c'est de la métropole, parfois c'est un peu en dessous. Mais c'est vrai que… on pense que c'est vraiment utile d'aider des entreprises qui ont envie d'agir ensemble à se mettre autour de la table, parfois avec la collectivité, avec les associations, avec les citoyens, pour identifier quelles sont les priorités du territoire et puis faire en sorte que tous ensemble, ils arrivent à flécher les budgets vers les projets prioritaires. Et donc, pourquoi pas le sport. Pour l'instant, dans les fondations territoriales qui existent, le but d'une fondation territoriale, au départ, c'est quand même plutôt d'être transcause, donc de ne pas choisir une cause plus qu'une autre, et donc plutôt d'identifier les projets innovants du territoire et de les faire émerger. Mais il y a certaines fondations territoriales qui ont décidé de flécher plutôt vers un secteur en particulier. Par exemple, voilà, Mécène et Loire, c'était quand même plutôt la culture, même s'ils sont ouverts à d'autres choses. Bordeaux Mécène Solidaire, c'est plutôt la solidarité, mais ils sont ouverts à d'autres choses. Et puis, c'est vrai qu'on l'a vu, les projets de mécénat sportif, ils sont souvent très corrélés à l'éducation, à la solidarité, à la santé. Donc, finalement, c'est très facile de montrer qu'un projet de mécénat, un projet sportif, il peut être très utile et avoir un impact fort sur le territoire. Et donc, ça pourrait très bien rentrer dans le champ de ces fondations territoriales. Donc, voilà, n'hésitez pas à identifier s'il y en a des fondations déjà sur votre territoire. Et s'il n'y en a pas, pourquoi pas réfléchir à en construire parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être vraiment utile et plutôt que les mécènes fassent des choses chacun dans leur coin ou alors que chaque club sportif aille constituer son club de mécènes et finalement, chacun se retrouve en concurrence à aller chercher les mêmes mécènes sur son territoire, essayer de prendre un peu de hauteur et de faire des choses à plusieurs, voilà, ça peut aider. Voilà un peu ce que je voulais dire sur ça. Écoutez, si on a dit qu'on laissait la parole, il est 10h52, donc si je ne me trompe pas, il reste 18 minutes. Sur le chat, je ne sais pas s'il y a des questions ou dans la salle. Alors, s'il n'y en a pas, il va falloir qu'on meuble. Très bien. Oui, bonjour. Tous les ans, sur les lois de finances, l'État essaye de rogner un petit peu, parce qu'on sait très bien que l'État donne d'un côté, reprend de l'autre. Donc, les Bercy, tous les ans, sur les projets de loi de finances, essayent de gratter, surtout quand on voit que ça augmente.
Marion peut peut-être en parler plus parce qu'Amical fait un gros travail, pas de lobbying. Ah, pardon. Mais si, c'est bon. On n'a pas entendu la question, Stéphane, si tu peux répondre à la question. J'étais désactivé. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Ah bon, c'est ça. Oui, donc ici on l'a entendu, mais bon, donc oui, l'État tous les ans essaye sur les projets de la finance de revoir les incitations. L'an dernier un petit peu réduit. Marion, tu pourras peut-être un petit peu parler, puisqu'Amical fait vraiment un très gros travail auprès du monde politique pour justement amplifier plutôt le mécénat plutôt que le diminuer. Marion, si tu peux en parler un petit peu sur la franchise à 20 000 par exemple. Oui, est-ce que tu peux me redonner quelle était la question de la personne? La question, en gros, c'est on entend dire que l'État veut tous les ans réduire un petit peu les avantages du mécénat. Je réduis, mais c'est à peu près ça. Oui, c'est vrai. Chaque année, au moment du projet de loi de finances, le mécénat est toujours un peu challengé. C'est vrai que Bercy voit le mécénat comme un manque à gagner pour les caisses de l'État. Nous, on essaie de lui montrer que c'est une opportunité et que finalement, c'est aussi des dépenses que l'État n'a pas à faire si ce sont les mécènes qui le font. Et donc, régulièrement, le mécénat est challengé. Et il y a eu une loi qui est passée fin 2019, qui a été mise en application en 2020, qui a eu deux grandes conséquences. La première, ça a été de réduire l'avantage fiscal des grandes entreprises, puisque donc un mécène qui donne, il peut réduire son impôt à hauteur de 60% du montant de son don. Mais pour les grandes entreprises, c'est plus que 40% au-delà de 2 millions d'euros. Donc finalement, ça concerne que très peu d'entreprises en France. Il y a à peu près une centaine d'entreprises en France qui font des dons de plus de 2 millions d'euros par an. Donc voilà, ces entreprises, elles ont vu leur avantage fiscal réduit de 60 à 40 pour la frange supérieure à 2 millions d'euros. Et par contre, en contrepartie, Bercy a fait un geste qui est très positif pour les petites entreprises, puisqu'il a mis en place cette franchise qui était d'abord à 10 000, qui est passée à 20 000 euros. Et donc, parce qu'en fait, une entreprise qui fait un don, elle peut bénéficier de l'avantage fiscal dans la limite de 0,5% de son chiffre d'affaires. Et donc, une petite entreprise qui n'a pas un gros chiffre d'affaires, elle atteint très vite ce plafond. Et donc, pour libérer un peu le mécénat des petites et moyennes entreprises, on a mis ce plafond à 20 000 euros. Donc, n'importe quelle entreprise peut faire du mécénat et bénéficier de l'avantage fiscal jusqu'à hauteur de 20 000 euros. Et puis ensuite, voilà, s'il fait des dons de plus de 20 000 euros, bon, ben là, on se repose la question de ce 0,5% du chiffre d'affaires. Mais donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il y a eu donc, cette mesure fiscale qui date de 2019. Elle a un peu réduit l'avantage fiscal des grandes entreprises, mais elle a quand même beaucoup amélioré l'avantage fiscal des petites et moyennes entreprises. Donc, c'était le but, c'est vraiment de libérer, de faire en sorte que les petites entreprises puissent faire du mécénat sans trop se poser de questions jusqu'à hauteur de 20 000 euros. Et sur la partie particulier, les particuliers, c'est 66% et 75%, c'est ceux qui payent l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Mais je vous répète, pour beaucoup d'entreprises qui sont sur le territoire, on parle d'intérêt général. Ce qui compte avant tout, c'est votre projet, c'est l'envie de vous aider. Après, bien sûr, l'incitation fiscale permet de mettre plus, et pas forcément récupérer. Et pour qu'une entreprise fasse du mécénat et récupère quelque part, il faut qu'elle paye des impôts. Si elle est négative au niveau de son résultat, elle ne paiera pas, d'où les incertitudes liées à la Covid et à la fragilité de certaines entreprises. S'il y a d'autres, est-ce que monsieur, ça convient? Ouais. D'autres questions? Oui. Je sais qu'il y a un décret qui est sorti sur le score d'entreprise dernièrement, le 30 mai, et les entreprises elles permettent d'être exonérées des charges sociales. Et j'aimerais savoir justement si cette démarche est accessible aux associations et non pas qu'aux entreprises, par exemple dans le cadre d'une salle de sport. Et si un club sportif peut faire bénéficier des salariés de l'entreprise justement de cette démarche d'exonération des charges sociales. Je n'ai pas trop compris. Oui, on sait qu'il y a eu un texte de loi, puisqu'avant, si vous faites du sport en entreprise, c'était qualifié d'avantage en nature. Donc, le montant était taxé sur le montant des charges sociales. Il y a eu une loi, il y a eu des rétropédalages, et résultat, ce n'est plus le cas. Donc, une entreprise qui va, alors on n'est pas dans le cadre de mécénat,
Donc, une entreprise qui va le faire pour son entreprise ne paiera pas de charge si c'est sur le temps de travail. Pour une association, vous n'êtes pas forcément fiscalisé, donc je ne comprends pas la question. Passer aux charges fiscales, mais ça sera la même chose, puisque c'est sur les emplois salariés. C'est pas trop sûr. C'est pas la même chose. Je sais pas, Aurélie, J'ai pas très bien entendu la question, je pense que c'était un peu coupé, c'est brouillé. plutôt sur le sport en entreprise. Moi, je peux faire un petit focus sur le sport en entreprise. Moi, j'ai imaginé que moi, j'habite un petit village de 2000 habitants qui s'est récemment agrandi avec la commune d'à côté. On est 4005. On a 2 zones industrielles, 250 entreprises. Il n'y a pas de club d'entreprise. Et pour ces petites entreprises, il n'y a pas du tout d'activité sportive en entreprise. Puisque c'est souvent que les grosses qui sont encore en capacité de le faire, ou celles qui sont sur des bassins d'emploi relativement grands avec des grosses industrielles. Périphérie d'Angers, 15 km, pas de salle de sport, rien du tout. Je pense qu'on a la possibilité, si on se regroupe en tant qu'entreprise et par le biais du mécénat, en finançant éventuellement un poste d'éducateur sportif pour la commune, hein, bien sûr, de bénéficier dans les contreparties qui sont de 25%, mais j'aurais tendance à dire qu'il faut les diminuer parce que peut-être qu'un jour on tapera sur les contreparties, de financer justement un emploi communal par le biais de ces entreprises, et les contreparties de l'entreprise, ça serait qu'éventuellement cet employé puisse s'organiser son entreprise sur son 20% de temps, par exemple. C'est quelque chose qui n'a pas du tout été imaginé tout en haut, mais pour moi, il n'y a rien qui l'empêche, puisque quelque part, on parle d'intérêt général, et l'argent de ces entreprises qui permettrait de créer un poste sur une collectivité, sur un club omnisport, par exemple, permettrait de le faire. Voilà. Mais c'est un sujet un petit peu à part, mais ça fait partie des sources de financement, si bien sûr ce n'est pas son activité principale de l'entreprise et qu'il y a quand même un petit désintérêt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a personne sur le chat qui pose des questions. Tiens. Oui. Bon, est-ce que Aurélie, puisque il est 11h, il reste 10 minutes, est-ce qu'Aurélie, tu peux conclure? Tu as quelque chose à dire en plus? Non, pas forcément. C'est vrai que le sujet est assez vaste. Hein. Après, c'est vrai que je n'ai pas tout saisi sur les questions, puisque en fait, il y a écho, donc c'est un peu dommage. Mais en tout cas, voilà, à part valoriser la fondation, de soutenir aussi le sport féminin, qui est un peu mon cheval de bataille, je ne saurais dire 2 mots de la fin. En tout cas, encore merci pour l'invitation et pour ces échanges. C'est toujours très intéressant et je pense qu'on devrait toujours parler davantage de différence entre sponsoring, mécénat et ces enjeux, puisque je pense que c'est la clé aussi pour le développement du sport aujourd'hui et demain, et notamment l'après 2024. Marion, ta conclusion? Oui, peut-être juste pour rebondir sur tout ce qui se disait sur l'avantage fiscal. C'est vrai que mécénat, on parle beaucoup de fiscalité, mais en fait, le mécénat, c'est aussi beaucoup des rencontres humaines, du partage, de l'échange. Et sachez qu'un mécène, il ne va jamais venir parce qu'il va se dire « Ah super, je vais défiscaliser ». Il viendra toujours parce que vous avez réussi à le convaincre sur un projet qui l'embarque, qui va embarquer aussi ses équipes. Voilà, aujourd'hui, le mécénat, c'est plus du tout on fait un chèque et on ne s'occupe pas de ce que devient notre argent. L'entreprise, elle a vraiment besoin de se sentir impliquée, de participer au projet, d'impliquer ses salariés. Donc voilà, à chaque fois, voilà, si j'avais un conseil, c'est à chaque fois que vous allez voir un mécène, déjà sélectionnez bien les entreprises que vous voulez aller voir, parce que c'est super chronophage la recherche de fonds. Donc plutôt que vous éparpiller, ciblez bien les entreprises qui pourraient avoir un intérêt à soutenir votre projet, avec qui vous avez déjà des atomes crochus, soit parce que c'est le même territoire, soit parce qu'il y a dans leur business quelque chose qui peut les intéresser. Et puis, voilà, raconter des belles histoires, montrer que ce que vous faites sur le territoire, ça a un impact et que surtout, le mécène, par sa contribution, il peut changer les choses, il peut faire changer le projet d'échelle ou en tout cas, voilà, avoir un impact significatif et essayer de l'associer au maximum à votre projet. Et puis, en effet, voilà, si vous pouvez créer des collaborations aussi entre les entreprises,
pour que ça soit pas juste un mécène qui vous soutienne, mais tout un groupe de mécènes, ça peut être super, super intéressant, super enrichissant. Les entreprises, elles aiment beaucoup aussi ce travail collaboratif avec d'autres chefs d'entreprise et parler d'autres choses que de business, parler de sport, de culture, d'environnement, et puis surtout d'impact sur leur territoire. C'est ça qui les intéresse. Donc, voilà, juste leur parlez pas fiscalité tout de suite, c'est pas ça qui les intéresse. Parlez-leur surtout de projet, d'impact et surtout de collaboration, de co-construction à plusieurs. Et voilà, je vous encourage à vous lancer dans le mécénat si vous ne l'avez pas encore fait. C'est une super belle aventure. C'est dur et c'est long et c'est chronophage, mais c'est aussi des super belles rencontres. Donc voilà. Et puis n'hésitez pas, si jamais Ad Nickel peut vous aider, on sera là. Merci Marion. Il y a une question. Oui, question dans la salle, en fait, sur quel secteur d'activité les projets sont les plus intéressants pour accéder au mécénat? Sur quel secteur? Question un peu vague. Oui, je suppose en fait que les disciplines rapportent l'intérêt auprès de ceux qui sont prêts à participer à la mécénat. Et est-ce qu'il y a déjà des études qui montrent que certaines disciplines, certains secteurs sont plus porteurs? Je ne pense pas, puisqu'il n'y a pas eu de particularité par sport, à moins que des fédérations l'aient fait, mais je ne pense pas qu'ils aient trop les moyens de le faire. Le mécénat, c'est pas... Il ne faut pas imaginer que c'est... Alors, Marion a présenté des super graphiques, des super chiffres, c'est super intéressant. Vous les aurez sur la présentation, ici. Vous pouvez aller sur le site Amical pour le voir. Mais il faut savoir que le mécénat, c'est une rencontre de femmes et d'hommes, de passionnés des deux côtés. Vous allez avoir forcément des mécènes autour de votre cercle amical, des parents, des choses comme ça, qui vont aimer une pratique plus qu'une autre, ou qui vont le pratiquer. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une structuration, une hiérarchie, des causes à aider. Alors, on peut bien sûr imaginer que plus il y a de licenciés, plus il y a forcément de gens qui ont envie d'y aller. Donc le foot serait forcément au-dessus, mais ce n'est pas forcément le cas. On va être sur un territoire où vous allez forcément avoir des pratiques différentes et donc aussi des envies différentes, parce que le mécénat pour un mécène, surtout quand c'est un petit mécène, c'est le chef d'entreprise. C'est la personne qui a 2-3 salariés, c'est le boulanger du coin qui, quelque part, met son alors c'est du sponsoring, mais quelque part, qui met sa marque sur le maillot du foot. Mais vous savez, le retour, il ne va pas être tellement intéressant, ce sera presque du mécénat. Mais bon, donc c'est une histoire, comme disait Marion, c'est une histoire à écrire, à raconter. Et moi, quand j'étais à Mécénat, sur nos projets, le premier critère de sélection, c'était le coup de cœur. Alors, quand on avait la DRAC qui arrivait avec des critères hyper rigoureux, l'argent, dotation d'État et compagnie, on va rentrer dans des cadres. Nous, le premier choix, c'était le coup de cœur. Et quand il y avait un coup de cœur qui était là, en général, le projet était aidé. Mais c'est complètement bizarre quand je vous dis ça. Donc, c'est exactement pareil, à mon avis, surtout pour le sport, où on peut faire vivre des choses. Voilà. Et on est quand même sur un projet de territoire. Alors, on va parler forcément d'attractivité, parce qu'on est un tout petit mécène, mais une entreprise, vous imaginez qu'elle vit sur son territoire, que le chef d'entreprise a ses enfants qui vivent sur le territoire, ses salariés vivent et qu'ils ont envie d'un bon territoire pour y vivre. C'est ça, quelque part, la notion importante. Après, c'est l'histoire que vous allez leur raconter, comme nous disait Marion, mais il n'y a pas de hiérarchie, je ne pense pas. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, il est 11h07, il reste 3 minutes. Moi, j'ai eu conclure. Je vous remercie tous. Merci Aurélie, merci Marion. Toujours intéressant de pouvoir parler comme ça de ce mécénat qui a besoin, à mon avis, de se développer en France, à part les territoires pour le collectif. Et j'espère qu'enfin, ça va se débrider au niveau national et que l'impulsion et de se dire on y va, notamment par l'agence, ce sera fait très prochainement. Et mon travail de développer des pôles mécénat régionaux, j'espère qu'on verra le monde du sport autour de la table, parce que c'est important et comme on le voit, beaucoup d'entreprises ont envie de ça et il faut donc l'organiser pour eux. Voilà, écoutez, je vous remercie à tous. Merci Aurélie encore, merci Marion, très bonne journée. Et si vous avez des questions, je suis en train de la journée. Je vous remercie.